Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, vous êtes nombreux à appeler ce matin, depuis 10h30, j'en suis très très heureux. Continuez, 0826 300 300. Vous savez que si vous avez manqué le direct de notre émission Parlons Vrai chez Bourdin de 10h30 à midi et demi, eh bien c'est pas compliqué, vous pourrez réécouter l'émission, elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Et puis vous pouvez aussi nous écouter en direct en Facebook Live et puis sur YouTube en direct et en replay sur notre chaîne Sud Radio. Il est 11h04, merci d'être avec nous. Débat classique entre 11h et midi. Vous savez que tous les jours, nous organisons un débat sur un sujet précis avec des intervenants qui connaissent le sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, eh bien, c'est un débat à partir de la déclaration, la semaine dernière, c'était jeudi, d'Emmanuel Macron qui a appelé à une pause réglementaire européenne sur les normes écologiques. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce que trop de normes écologiques pèsent sur notre industrie et notre agriculture, entravent le développement de notre industrie, de notre agriculture, plus largement de notre économie? Je me souviens, moi, de ce que disait Nicolas Sarkozy, c'était en 2011. L'environnement, ça commence à bien faire. Voilà ce que disait Nicolas Sarkozy. Alors, pour parler du sujet, avec nous, Marie-Pierre Vaudrenne, qui est députée européenne Renaissance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Damien Carême, qui est député européen Les Verts. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Morad Haïtabouche, qui est réalisateur de la série Sale temps pour la planète, France 3 et France 5, et fondateur de la chaîne 2 degrés de plus. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Alors, l'environnement, ça commence à bien faire ? Madame Vaudrenne, Marie-Pierre Vaudrenne. Bien sûr que non, et je ne crois pas que ce soit ce qu'a dit le président de la République. Non, c'était ce qu'avait dit l'ancien. Exactement, mais c'est en tout cas pas ce qu'a dit Emmanuel Macron, et en tout cas c'est pas la logique dans laquelle nous nous inscrivons non plus au Parlement européen. Oui. Quand on est arrivé, on a tous ensemble au Parlement européen voté l'urgence climatique. Maintenant, on est en train de le décliner, et on voit bien aussi que le contexte international, l'urgence climatique, elle est toujours là. Mais on a aussi une évolution du contexte international, que ça soit sur les questions de compétitivité, que ça soit sur les enjeux de réindustrialisation. Et ce que veut dire le président de la République, c'est qu'aussi, on a voté beaucoup de textes, justement, dans ce fameux pacte vert. Maintenant, il va falloir les appliquer. Parce que voter les textes, c'est une chose. Parce que, attendez, il y a des normes européennes qui sont votées, mais ensuite, il y a des applications en France. Hein. Et parfois, ça se complique. Parce que ces normes sont respectées ou ne sont pas respectées par les États souverains. Rappelons-le quand même. Et ce qui pose problème, Damien Carême. Oui, les normes ne sont pas respectées. Le Conseil d'État, dans la plainte que j'ai fait contre l'État français, contre le Conseil d'État, au Conseil d'État, en 2018, vient de juger à nouveau la semaine dernière que l'État n'était pas au rendez-vous des feuilles de route qu'il s'est lui-même fixées, c'est-à-dire la stratégie nationale bas carbone, par exemple, et après, ni au rendez-vous des normes environnementales européennes en matière d'énergie renouvelable et dans un certain nombre de secteurs. Donc, ce qu'on vote au Parlement européen n'est en aucun cas, en matière environnementale, n'est en aucun cas un frein à quelque politique que ce soit. Même en politique agricole. On a voté une PAC qui n'était pas bonne pour le climat, c'est clair, mais elle avait été préparée dans le mandat précédent. Il faudra remettre ça sur la table dans le mandat suivant, puisque l'agriculture, c'est une grosse source d'émissions de CO2 sur laquelle il faut travailler. Et on connaît toutes les solutions pour faire en sorte de continuer à nourrir tout le monde sans utiliser les méthodes qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Ce que je veux dire aussi, c'est que la désindustrialisation de la France depuis les années 70, quand même, on est passé à peu près 5 500 000 emplois à 3 millions d'emplois aujourd'hui. C'est pas du tout les normes environnementales qui ont créé ça. C'est plutôt aller chercher du profit ailleurs. Oui, mais ça, c'est le passé. Est-ce qu'on peut envisager l'avenir? Est-ce qu'on peut envisager la réindustrialisation de la France en appliquant des normes environnementales strictes? C'est la question que je pose. Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Est-ce que le monde de demain doit devenir plus résilient? La vraie question aujourd'hui autour des normes environnementales, c'est pas juste des gadgets. C'est une réalité, ce sont des obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait dit, et c'est le GIEC, et c'est même les accords de Paris 2015, COP21, on dit on doit absolument maintenir la hausse des températures à moins de 1,5 degré. Le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, parle de 4 degrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les normes qui ont été votées, que ce soit à la communauté européenne ou ici en France, ne sont pas déjà suffisantes. C'est ça la réalité. 1,5, on a déjà dépassé. On est déjà presque à 2. Demain, on sera à 4.
Ici, et vous le savez, moi je suis beaucoup sur le terrain, on est dans une réalité, la Guyane, les forêts tropicales humides, c'est en train d'exploser, le point de bascule, on va être à peut-être 5, plus 6, plus 7 degrés. C'est ça la réalité. Donc mais effectivement, il faut réfléchir. C'est pas du en même temps. Aujourd'hui, on est dans une logique où il faut y aller. Oui, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je veux dire par là que l'Europe, alors je pose la question, est-ce que l'Europe a pris de l'avance dans la défense de l'environnement par rapport à la Chine ou aux États-Unis? Oui, on a adopté un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières il y a quelques mois. Ça est passé en trilogue il y a quelques temps, où effectivement on va mettre une taxe carbone, résumons-le comme ça, aux frontières, pour que les productions qui ne suivront pas un certain nombre de normes environnementales que l'on impose à notre industrie européenne soient taxées lorsqu'elles arrivent sur le territoire européen. Et c'est une bonne protection, ça là c'est un bon protectionnisme, parce que ça protège avant tout la planète. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un frein? Non. Au niveau européen, un frein au développement économique de l'Union européenne. Je me tourne vers vous, le mécanisme carbone, justement. C'est un peu ce que voulait dire Emmanuel Macron, non? Justement, nous, notre objectif, c'est, on a notre trajectoire, on le sait, on veut atteindre justement la neutralité carbone. Le cap, il est toujours clair. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que ce cap, il n'est pas nécessairement partagé et que d'autres, que ce soit les États-Unis ou la Chine, profitent aussi de ces enjeux climatiques, effectivement l'Inde, pour créer des conditions de concurrence déloyale. Donc c'est là où des textes comme le mécanisme carbone ou le texte sur la déforestation importée jouent un rôle capital. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en Europe? Moi, c'est la question de fond. Alors, attendez, terminez. Non, parce que l'objectif, c'est effectivement de créer ces législations à l'échelle de l'Union européenne pour les projeter sur la scène internationale. Ce que dit le président de la République, c'est vrai, il dit attention justement à ne pas croire qu'à travers seulement la norme, nous répondrons aux enjeux. Il nous faut aussi travailler sur les investissements pour pouvoir protéger justement aussi nos industries, nos entreprises, nos agriculteurs pour y arriver. Parce qu'effectivement, la norme seule est fixée des standards qui sont certes extrêmement importants, mais qui ne seront pas atteints et qui finalement ne changeront rien parce qu'ils ne seront pas atteints, c'est pas du tout la solution, ni pour le climat, ni pour nos emplois. Donc c'est là où justement, ce que dit le président de la République, c'est warning, on a adopté beaucoup de textes, il faut déjà les appliquer. Parce que ce que vous disiez, c'est les objectifs sont peut-être pas suffisants. Oui, mais si déjà on n'applique pas ce qu'on a voté, on n'y arrivera jamais. Est-ce qu'on applique en France ce qu'on a voté? Non. C'est ce que vous disiez. Non, donc le président de la République a raison lorsqu'il dit il faut attention, maintenant il faut une pause, maintenant appliquons ce qu'on a voté. Il a raison ou il a tort? Non, il a tort. Mais la première des priorités, c'est la lutte contre le changement climatique. Parce que sinon, vous avez beau créer des emplois, de l'industrie, s'il n'y a plus personne pour travailler dedans, ça va pas aller. On est rentré dans la 6e extinction. Donc il faut tenir compte de cet impératif aujourd'hui. Et on peut le faire. Je vais vous prendre un exemple très pratique. J'ai été maire pendant plus de 18 ans d'une ville, Grande-Synthe, à côté de Dunkerque. Sur ce territoire, il y a ArcelorMittal qui produit de l'acier. Pour produire 7 millions de tonnes d'acier par an, ils émettent 13 millions de tonnes de CO2 avec leur process industriel. C'est 2,5% des émissions de CO2 de la France. Uniquement ce site-là. En 2014, j'étais candidat aux élections municipales. J'avais mis dans mon programme municipal, il faut qu'on pousse ArcelorMittal à faire de l'acier zéro carbone. Parce qu'il y avait une recherche qui était en cours en Suède et que c'était possible. Et c'est possible aujourd'hui parce qu'on fournit de l'acier zéro carbone. La norme de dire il faut baisser le CO2, elle est utile, elle pousse la recherche dans un certain domaine, et toutes les entreprises qui ne suivront pas cette norme, elles sont mortes. Elles ne vivront plus, parce que ça sera une exigence aussi bien des consommateurs que des dirigeants politiques. Non, je vous dis ça parce que je vais y venir. Je me mets à la place des... Vous savez, je défends souvent les patrons de PME, les petites PME qui sont confrontés à des normes environnementales qui parfois distillent. Moi, je ne porte aucun jugement, qui parfois, disent-ils, nous pourrissent la vie. C'est ce que j'entends. Et même sur des projets, immobiliers ou des petits projets industriels, où on en a assez des normes environnementales. Voilà ce que j'entends, ici ou là. Alors, quel discours adopter face à ces critiques, à ces reproches? Ça, je vais y venir, mais je termine avec le président de la République. Est-ce qu'il a eu tort ou pas de parler de demander une pause? Alors, moi, je pense qu'il a eu tort. Il a eu raison d'insister sur le fait que les lois sont faites pour être appliquées. Ça, c'est évident. À chaque fois qu'on met sur la table ces sujets-là, moi, je trouve ça très, très intéressant. La plainte pour Grande-Synthe est intéressante aussi parce qu'on évoque toujours ces questions. Moi, je dis, j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger. Il était à l'époque gouverneur en Californie. Il était formidable. Il avait un parti républicain qui était
hostile, mais vraiment climato-sceptique. Lui, il était contre. Il était justement celui qui essayait de créer des dynamiques. Et il me dit, texto, il me dit le jour où les Américains auront développé des technologies qui pourront vendre dans le monde entier, ils seront climatophiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut favoriser des vraies filières industrielles. Je suis pas certain que dans la Silicon Valley, on n'abîme pas on abîme le climat. Hein. Alors, la Silicon Valley, c'est en Californie. Bon, je veux bien. Aujourd'hui, il y a des start-up, Jean-Jacques, qui vont dans le bon sens, qui sont justement beaucoup plus dans l'agriculture, dans tout un tas de secteurs. C'est pour ça que moi aussi j'aime beaucoup les petites et moyennes entreprises, comme j'aime beaucoup les agriculteurs, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut les soutenir, il faut les aider justement dans une conversion. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre des milliards dans des grandes entreprises qui continuent de polluer, alors que les petites et moyennes entreprises, comme les agriculteurs. J'ai un agriculteur en Dordogne qui m'a dit, Morad, produire, c'est mourir. Produire, c'est mourir. Aujourd'hui, il a une petite, pas exploitation, il supporte pas le mot parce qu'il a l'impression qu'on détruit la terre quand on l'exploite à outrance comme on le fait. Lui, il est pour justement une autre démarche. Parce qu'aujourd'hui, l'érosion, et on parle de Grand-Sainte, mais aujourd'hui, vous avez des coulées de boue. Vous savez ce qui part avec les coulées de boue ? Des produits, évidemment. Ce qui part avec les coulées de boue, c'est la terre. La terre fertile, c'est l'eau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une agriculture, certes, qui souffre, mais aujourd'hui, on nous nourrit. Mais si demain, produire sans qu'on accompagne vraiment... On a besoin de produire pour nous nourrir, quand même. Mais moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais... Voilà. Et donc, il faut les aider à passer à un autre cap. Oui. Il faut les aider, justement. Alors, c'est pas de l'industrialisation, au contraire. Là, il faut revenir, parce que l'érosion des paysans, c'est un vrai souci. Bon, on va observer une première pause, il est 11h15. 200 patrons sont reçus à Versailles aujourd'hui. 13 milliards d'euros en jeu, d'investissement sur la table. C'est ce que nous dit la présidence de la République. Le sommet Choose France qui ouvre. Choose, bon, moi je préfère un mot français, choisir la France, ouvre ses portes avec cette année des projets dans le domaine de l'environnement. On va en parler dans un instant avec Félix Mathieu, justement. 11h16. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Je pose la question, est-ce que l'écologie est l'ennemi de la réindustrialisation ? Je vais un peu loin là, mais est-ce que trop de normes écologiques pèsent sur notre industrie, notre agriculture, notre économie ? Je m'appuie sur ce qu'a déclaré Emmanuel Macron jeudi dernier. Il a appelé à une pause réglementaire européenne sur les normes écologiques. Alors, en parlant d'Emmanuel Macron, Félix Mathieu, 200 patrons sont reçus à Versailles. À Versailles, depuis 2018, chaque année, il y a ce que l'on appelle le sommet Choisir la France. Des investissements, ce sont des patrons étrangers qui veulent... J'ai vu qu'Elon Musk était à Paris aussi, qui veulent investir en France, des projets, beaucoup de projets dans le domaine de l'environnement, Félix. Oui, par exemple, une usine de panneaux solaires à Sarreguemines. Le président Macron met en avant cet investissement de 700 millions d'euros censé créer 1700 emplois dès 2025 en Moselle. Projet porté par InnoEnergie, selon le JDD. C'est un groupe qui compte des actionnaires tels que Siemens, le CIEA et plusieurs grandes universités européennes. L'annonce intervient quelques mois après l'abandon en Moselle d'un projet similaire au même endroit par une société norvégienne. Autre projet déjà annoncé, une usine de batteries électriques à Dunkerque dans le Nord par le groupe taïwanais Prologium. Investissement de 5 milliards 200 millions d'euros avec la création attendue de 3000 emplois directs. Toujours à Dunkerque, le chinois XTC, le français Orano vont eux investir 1,5 milliard et créer 1700 emplois dans un site lié aux batteries lithium. Autre annonce à propos des voitures électriques, 140 millions d'euros investis en France par un opérateur portugais de bornes de recharge, 66 emplois prévus. Après les propos d'Emmanuel Macron, en tout cas, qui en appelait à sa pause en matière de normes environnementales, l'État cherche à rassurer désormais sur son volontarisme écologique. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, va présenter demain en Conseil des ministres son projet de loi sur l'industrie verte. Plusieurs mesures déjà dévoilées, comme l'instauration d'un crédit d'impôt pour soutenir la production de batteries, de pompes à chaleur, d'éoliennes ou encore de panneaux solaires. Bien, Damien Carême, ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. Ne masquent pas d'autres nouvelles moins bonnes. Oui. Effectivement, il y a 2 créations d'industrie à Dunkerque, une gigafactory par un groupe coréen, Prologium, et une autre aussi sur des batteries d'ailleurs. Et à côté de ça, à quelques kilomètres de Dunkerque, il y a une entreprise qui va fermer, qui fabrique des essieux et des roues de train.
Et en France, c'est les dernières entreprises, celle-là avec, alors je ne sais plus quelle autre ville dans le Nord est touchée, parce que cette même entreprise est sur 2 sites. Voilà, c'est des entreprises qui ferment, et pourtant qui s'inscrivent aussi dans le développement durable, parce qu'il pourrait y avoir des commandes françaises pour nos trains, pour développer le train, de remettre des trains sur les rails. Et ça crée, vous voyez, ça crée de l'économie. Comme d'ailleurs ces usines de batteries qui se construisent, pourquoi elles sont là? Parce qu'il y a des normes environnementales qui sont arrivées pour limiter la pollution des véhicules. Et c'est une des solutions, mais ce n'est pas la solution. Encore une fois, les écologistes ne défendent pas la voiture électrique à tout craindre. On ne remplacera pas un parc de 40 millions de véhicules thermiques. Parce que vous êtes un écologiste responsable. Nous sommes tous les écologistes responsables. Non, mais c'est plus extrémiste que vous. Tous, c'est parce qu'on a dû se battre dans le vent pendant un certain nombre d'années sur les énergies renouvelables. C'est aussi, regardez, une autre création avec des panneaux solaires. Moi, je m'interroge sur cette autre entreprise française du côté de Nantes qui a des films de panneaux solaires qui marchent très très bien, mais qui n'arrivent pas à se développer parce qu'il n'y a pas de commande, parce qu'il y a des blocages législatifs pour pas mettre sur les toitures d'un certain nombre de lieux. Voilà. Alors justement, là, il y a des normes environnementales pour préserver le paysage, pour préserver, je ne sais pas moi, pour préserver. Il y a certains maires qui hésitent à donner des autorisations pour l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes parce que les populations y sont opposées. Ça existe. Donc parfois, l'écologie est un frein. C'est le paradoxe écologique. C'est-à-dire que la vraie réflexion aujourd'hui, c'est comment on remplace l'énergie fossile, qui pour le coup est celle qui émet énormément de gaz, de méthane, etc. La vraie question, c'est ça, c'est comment sans punir la population. En fait, il faut faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça dans une espèce de fuite en avant avec les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, etc., etc. Il faut trouver d'autres sources. Les énergies renouvelables, à défaut d'autres chose, c'est comme pour les voitures électriques, c'est la meilleure solution. Mais il faut de la pédagogie, il faut arrêter d'imposer, il faut y aller doucement. L'industrie verte, c'est formidable, Jean-Jacques. Quand on parle d'industrie verte, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé à un autre paradigme. On a changé en fin de logiciel. On est passé à des industries. C'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas contre, mais encore une fois, lorsqu'on veut engager un projet en France, les normes environnementales sont tellement nombreuses, tellement lourdes, vous me direz, c'est la lenteur de l'administration qui est lourde aussi, que ça retarde les projets, bien souvent, malheureusement. Mais les normes environnementales, elles sont faites pour quoi? Elles sont faites pour protéger la santé. La santé, la pollution de l'air, par exemple, c'est une norme environnementale qu'on fixe. C'est quand même notre santé qui en pâtit. Et quand même, en France, on n'est pas bien, 60 et quelques mille morts par an de la pollution atmosphérique. C'est pour protéger la biodiversité. On est quand même mal, parce que si on n'a plus de biodiversité, il n'y a plus de vie sur cette planète. C'est quoi les normes environnementales qui sont ennuyeuses pour qui? Non, je pense pas qu'il y ait une seule norme environnementale qui retarde des projets, des projets pendant des mois et des mois. On peut faire des projets sans faire n'importe quoi derrière. Et il est possible de concilier les deux. Mais vraiment, il y en a plein qui s'inscrivent dans le schéma-là, et c'est un faux problème, encore une fois, que de mettre ça. Et c'est dangereux de dire qu'il faut une pause dans les normes environnementales à l'époque où on est. C'est une question de volontarisme. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai été maire pendant 18 ans. Je faisais des logements passifs, je faisais des logements basse consommation. On a fait le bus gratuit sur l'agglomération dunkerquoise en multipliant le nombre de bus derrière. Ça n'est que des choix politiques. C'est qu'un problème de choix politique. On peut le faire. Et de pédagogie. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'on ne peut pas tout dire de manière sous forme d'oukase. On nous dit souvent que les politiques font soit trop de pédagogie ou pas assez de pédagogie, donc je ne me risquerai pas sur l'emploi de ce mot. Mais en tout cas, c'est certain qu'on a un vrai enjeu d'acceptabilité. Je prends la question des éoliennes en mer en Bretagne. Le temps d'instruction, le temps de mise en œuvre. Et effectivement, du coup, on ne répond pas à notre objectif de transition climatique. Donc c'est là aussi où nous, notre objectif, c'est d'accélérer les procédures. On vote des textes au niveau européen dans ce sens-là. Il va y avoir des choses aussi au niveau national, parce que c'est pas possible que des projets mettent 10 ans à être étudiés ou être mis en œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a la question de ce qu'on fait. Des années, ça retarde le développement de notre industrie, c'est évident, de notre économie. Et puis on a un enjeu aussi, ça a été dit par les uns et par les autres, bien sûr de l'acceptabilité. La question de la commande publique, vous l'avez dit les uns et les autres, ça c'est un levier extrêmement important justement aussi pour favoriser nos industries, mais il faut que nos industries aussi elles soient présentes sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Parce que si on prend les éoliens, si on prend les photovoltaïques aussi, on sait que
vous l'avez dit, et à raison, il faut sortir du fossile. Mais derrière, pour les batteries, pour l'éolien, pour etc., il va nous falloir des matières premières critiques. Et on a un enjeu de dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment, à la fois sur les questions de l'extraction et à la fois sur le raffinage. Donc c'est là où il faut Chili agir surtout. Concernant le lithium. Le lithium, par exemple. Donc on a un vrai enjeu aussi de réciprocité, parce qu'il faut que ces normes européennes, elles puissent justement jouer la part égale avec les autres. Et quand on voit les Américains, par exemple, qui adoptent leur législation sur l'Inflation Reduction Act, très bien, positif pour le climat. Mais attention, l'Union européenne, c'est là où on ne doit pas être que sur la norme qui, vous l'avez dit, est vue comme une contrainte, et qui en fait doit être une opportunité. Il faut soutenir à la fois en termes administratifs, comme je le disais, pour accélérer les procédures, mais aussi en termes financiers. Et c'est là où le budget européen aussi, il nous faut. Alors, le problème, c'est que chez les écologistes, on pense que vous êtes hypocrite dans la majorité sur les questions environnementales. C'est bien ça, hein, Damien Carrel, c'est ce que j'ai compris. Ce sont des hypocrites. Ah oui. Oui, on dit, mais on fait pas. Enfin, derrière, on ne fait pas. Alors, c'est pas de la responsabilité. Oui, non, de notre invité. Mais ça fait des années que ça dure. Enfin, encore une fois. Mais voilà, parce que ça fait longtemps que l'on parle de ces normes. Ça fait longtemps. Alors, j'aime bien quand on dit la critique, l'acceptabilité des éoliennes. Mais on parle pas de l'acceptabilité des autoroutes ou des contournements routiers à Rouen ou ailleurs derrière qui soulèvent autant les foules. Mais ceux-là, on s'en fout, on y va et coûte que coûte, quoi. D'ailleurs, la nouvelle autoroute qui doit passer. Justement, on va en parler. J'allais vous en parler. Tiens, des autoroutes qui parfois sont utiles économiquement aussi, peut-être. Non. Mettez du train. Non. Mettez du train. Bon. Aujourd'hui, une ligne Paris-Marseille, par exemple. À chaque fois qu'on construit une autoroute, on n'imaginez pas les émissions de gaz. On multiplie la pratique automobile. Une route, c'est à chaque fois, il faut compter. Oui, mais on va avoir une pratique automobile électrique. Donc c'est bon. Non. Ben comment non? Ah bon, allez. 11h29, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Notre débat autour de l'environnement. L'environnement, est-ce un frein au développement industriel, développement de notre agriculture, développement économique? Alors, il faut savoir que c'est la semaine verte. Vous m'avez appris ça au Parlement européen. Oui, c'est une semaine de circonscription. C'est là où on va sur le terrain. Ah, d'accord. Donc on appelle ça une semaine verte. On parle de il y a les semaines c'est une semaine cool, quoi. C'est semaine cool. Voilà, le vert c'est cool. Le vert c'est cool. Bon, d'accord. Bon, alors, non, je reviens sur ce que je disais. Vous dites les autoroutes, c'est une aberration. Oui. Mais ces autoroutes vont nous permettre de rouler avec des voitures électriques bientôt. Et de bien rouler. Et en faisant de formidables économies en termes de dégâts environnementaux. Sur une partie, si vous parlez que véhicules, les pneus, les freins, etc., ça restera, c'est une forme de pollution qui reste. Il y aura moins d'émissions de CO2, mais encore une fois, le débat, c'est pas de transférer un parc thermique sur un parc électrique, c'est de changer la mobilité en France, mais c'est aussi une question d'aménagement du territoire, c'est où on pose les entreprises pour éviter d'avoir des gens qui fassent 100 bornes pour aller travailler le matin et repartir le soir, et qu'est-ce qu'on développe comme transport en commun. Ça existera toujours, le déplacement, la mobilité, heureusement qu'il y a de la mobilité. Bien sûr qu'il en faut de la mobilité, mais il y a d'autres formes de mobilité que la voiture, que la 55 voiture. Remettons des trains dans les petites gares, ayons du transfert modal efficace de ces petites gares vers le lieu de travail, ayons des villes praticables pour le vélo, agréables pour même la marche à pied derrière. Il y a plein de mobilités différentes à encourager. Et encore une fois, sur la transformation du réseau de bus que j'ai porté en tant que vice-président au transport sur la communauté urbaine de Dunkerque, on a multiplié par 89%. On a augmenté de 89% le bus, et on a permis à des gens qui avaient deux véhicules de se passer d'un véhicule. Je veux bien, parce que vous êtes possible en zone urbaine. Mais vous savez bien qu'à la campagne, c'est beaucoup plus difficile et qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de ligne de train. Oui, mais dites-moi, construire des lignes de train, c'est détruire l'environnement aussi. Hein. Non, il y a des lignes qui ont été fermées. Il y a encore des rails. Il y en a réhabiliter. Il y en a beaucoup qu'on pourrait réhabiliter et remettre en place. Le problème, c'est peut-être aussi la surenchère dans les voitures électriques. On devrait faire de petites voitures. On parle des zones rurales, très bien. Pourquoi on aurait besoin de 2 véhicules avec 5 places? Pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas aujourd'hui des véhicules de 2 places? On comprend qu'effectivement, en zone rurale, le couple a besoin d'avoir une voiture. Quand on veut partir en famille, une voiture suffit. L'autre voiture doit être une voiture 2 places. Il y a une filière pour les constructeurs aujourd'hui. Le problème de l'électrique, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette espèce de surenchère. Les SUV, on est fait de plus en plus gros. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer d'imaginer d'autres filières industrielles, les petites voitures.
Bien. C'est oui, ça. mais moi, oui, très bien. Alors là, il y a évidemment un développement économique certain. On est totalement d'accord dans l'industrie verte. Mais pour autant, elle est tellement contestée, cette industrie verte. Vous parliez d'acceptabilité, c'est l'un des points essentiels. Quand je vois les débats autour de l'installation des éoliennes en mer, mais je ne parle même pas sur terre, quand je vois le débat... Marie-Pierre Vaudrenne, comment faire? Comment répondre aujourd'hui? Comment répondre à ces contestataires de l'éolien, par exemple? Je pense qu'il y en a qui contesteront évidemment toujours parce qu'ils sont opposés par principe aux énergies renouvelables. Donc, mais par contre, on a une grande partie de nos concitoyens qui effectivement peut-être ne savent pas tout sur l'éolien, sur comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, comment aussi on travaille vous expliquez pas suffisamment, en tout cas, les pouvoirs publics. Je pense qu'on essaye de le faire de manière aussi très claire sur l'ensemble de nos territoires, parce que c'est vrai que c'est là aussi où on doit jouer dans cet objectif, à la fois avec les élus locaux, à la fois avec les régions, à la fois l'État et le niveau européen, pour véritablement accélérer aussi sur les procédures. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que si je prends l'exemple de l'éolien en mer en Bretagne, au tout début de la procédure, on avait une volonté commune, même avec les pêcheurs, d'installer ces éoliennes. Et puis, progressivement, ça a été un moyen de tension, notamment instrumentalisé par l'extrême droite et par la droite. Donc, c'est là aussi où, localement, on a des élus qui tirent profit parfois d'une certaine détresse de profession pour pouvoir faire en sorte de mettre le bazar, pardonnez-moi l'expression, et de ne pas avancer sur le développement des renouvelables, parce que justement, il y a beaucoup de fantasmes sur le fait que ça ne produit pas toujours, etc. On est dans plein paradoxe. Vous êtes à fond pour le développement des éoliennes et pour le développement des énergies renouvelables, évidemment, Damien Carême. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça crée des nuisances. Lesquels? Moi, si j'entends les témoignages des uns et des autres... Beaucoup moins qu'un centre d'enfouissement de déchets nucléaires, beaucoup moins que des centrales dont on ne saura pas quoi faire, dont on va mettre 25 ans à déconstruire, etc. Enfin, et aucune dangerosité. Non, il n'y a pas de nuisance environnementale. Il y a des nuisances peut-être visuelles que certains reprochent aujourd'hui. Mais moi, je viens d'une région où il y avait plein de moulins à l'époque. Et c'est pas gênant, les moulins, on les aimait bien. Pour moi, ça fait un peu... Vous comparez les éoliennes aux moulins, là, vous avez... un château d'eau. 0826 300 300, vous pouvez l'appeler. Un château d'eau. N'hésitez pas. C'est moche, un château d'eau. Il y a beaucoup d'opposants. Certains sont beaux. Ouais, non, mais les lignes de tension que vous avez partout les lignes de tension, c'est pas très alors beau. que l'énergie éolienne, elle est produite localement et qu'elle est et on oublie souvent de dire que l'énergie éolienne, les panneaux photovoltaïques, il y a des progrès considérable sur le stockage, parce que la vraie question, c'est comment, c'est l'enjeu, comment stocker aujourd'hui l'électricité produite par les éoliennes offshore, par les éoliennes tout court et par les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on progresse. Il faut mettre de l'argent dans la recherche. Il faut absolument aujourd'hui créer de plus en plus des dynamiques pour permettre à des entreprises, des PME, des PMI, des start-up, justement de surfer sur aujourd'hui une obligation qui est comment réussir à stocker de l'énergie. Bien, je voudrais revenir sur l'environnement et sur les normes européennes. Le code de l'environnement, 2800 pages. C'est vrai, vous l'avez pas lu, Damien K. 2800 pages. Non mais, enfin, il faut réduire un peu tout ça, non? Est-ce qu'il y a trop de normes environnementales? Non. Damien Carême, mais non, vous dites non. Mais oui, regardez, on voit bien où on en est aujourd'hui en termes environnementaux. Oui. Donc, soit parce soit parce qu'elles sont pas respectées, soit parce qu'il n'y en a pas assez, puisqu'on est au bord d'une catastrophe quand même en termes de biodiversité, en termes de changement climatique. On a atteint 6 limites planétaires sur 9, donc il y a bien une inquiétude à avoir. Donc il y a pas suffisamment. Mais c'est pas un frein. Enfin, il faut arrêter d'ériger la norme environnementale comme un problème. C'est un millefeuille administratif et c'est bien le danger aujourd'hui. Oui, c'est un millefeuille. Aujourd'hui, c'est un millefeuille administratif. C'est ça le problème. Attendez, il faut des mois avant d'obtenir le feu vert des directions régionales de l'environnement. C'est ça la réalité. Et peut-être qu'il faudrait doter les directions régionales de l'environnement de personnel, au lieu d'avoir des restrictions de personnel dans toutes les directions, que ça soit les finances, que ça soit l'environnement ou autre. C'est bien là le problème. Arrêtez aussi de confier ces millefeuilles administratifs à des énarques qui font tout pour que derrière on ait des sociétés qui viennent traduire, parce que même quand c'est en français, il faut traduire le langage administratif. Et c'est ça le vrai danger. La norme qui finalement devient trop
complexe pour les maires, pour les Mais députés. Damien Carême pense qu'il n'y a pas trop de normes. Non, en fait, il y a pas. C'est pas qu'il y a pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de normes. Il y a trop de bavardage écrit. C'est bavard. C'est bavard. C'est très bavard. Bah c'est malheureusement trop bavard. Donc il faut simplifier. Alors il y a une start-up qui s'est créée justement sur les rapports du GIEC qui permet aujourd'hui, vous tapez, alors je me souviens pas du nom, mais je vous le donnerai hors antenne parce que je vais me souvenir. Ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'elle vous permet de déchiffrer tous les rapports du GIEC simplement. Et ça, c'est formidable. Donc, voilà, on va créer une nouvelle filière pour décrypter. Donc, vous dites finalement que Elisabeth Borne qui dit ne rajoutons pas des normes aux normes, vous dites qu'elle a raison, quoi. Non, mais je veux pas défendre. Évitons le charabia administratif. Bon. Essayons d'être concrets. Permettons aux élus qui ont la charge, justement, de créer des énergies alternatives, donc au pétrole et aux énergies fossiles, permettons-leur de le faire sans aucun souci. Alors moi, je ne serais pas pessimiste parce que je trouve qu'il y a des efforts considérables qui sont faits en France, de la part des élus, les citoyens. Alors, il y a aussi un autre débat qui s'est ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, être écologiste, est-ce que c'est être extrémiste? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une anti-écologie qui est en train de monter dans l'opinion? Une politisation de l'écologie. Politisation de l'écologie qui fait que beaucoup s'opposent finalement à une avancée sur le terrain écologique. Ça existe, ça, Marie-Pierre Vadren? On voit bien, en tout cas, effectivement, une instrumentalisation de tous ces enjeux, notamment par la part de l'extrême droite, qui nous dit que, justement, tout ce qu'on peut faire est vécu comme la contrainte. Mais quand on échange, effectivement, avec nos concitoyens, je vois bien, moi, quand je suis sur le terrain, la première des choses qui nous parlent, c'est le vote sur les voitures électriques. Ils savent pas nécessairement tout ce qu'on fait au Parlement européen, mais ce vote-là les a marqués. Donc c'est sûr que la fin des voitures thermiques. Mais notre enjeu, c'est d'expliquer justement qu'on n'est pas en train de faire une logique de rupture, nous. On est en train de créer une logique de transition où on veut accompagner tout le monde. Quand on vote aussi le Fonds social climat au Parlement européen, c'est justement pour épauler ceux qui sont dans la plus grande difficulté de vivre la transition climatique. Donc on est là aussi pour accompagner les plus vulnérables face à ce changement et face à cette transition. Et c'est là où je dis qu'il y a une hypocrisie, notamment de la part de l'extrême droite, qui instrumentalise le fait qu'on vote ces textes-là. Bien, il est 11h42, dernière pause et nous terminons. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Jean-François est avec nous. Il est à l'île Jourdain, en Haute-Garonne. Il est agriculteur céréalier. Bonjour Jean-François. Bonjour, M. Bourdin. Bonjour à tous. Vous pensez que l'écologie est trop punitive, Jean-François, pour vous, dans l'exercice quotidien de votre métier? Mais bien sûr qu'elle est trop punitive. Aujourd'hui, M. Bourdin, c'est pas compliqué. On produit de moins en moins en France. C'est pas compliqué. On produit de moins en moins. Donc, un beau jour, on va se retrouver. On était exportateur, on est en train de devenir importateur. Donc on va se retrouver avec des produits qui vont venir de l'étranger, qu'on va payer plein fer, avec tous les produits qu'on ne veut pas aujourd'hui. Voilà. Donc au bout d'un moment... Et avec le transport, qui est mauvais en termes environnementaux. Mais bien sûr. En France, on serait capable de largement nous autosuffire et d'exporter. On n'en est plus capable. Voilà. Alors, pour de multiples raisons, il n'y a pas que l'écologie, mais pour de multiples raisons. Il n'y a pas que l'écologie. L'écologie, moi je vois au niveau des céréaliers, c'est un gros problème. Alors quel est votre problème? En quoi l'écologie freine votre développement? Mais le problème aujourd'hui, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on nous interdit des molécules, sans savoir ni pourquoi ni comment, parce que l'INSEE a décidé que, ou on pense que, mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ces molécules soient nocives, il faut les multiplier par 120 ou 130 ou 140 des fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une position, on nous interdit un maximum de produits, on nous a fait le coup de la phosphine, là. Je ne sais pas si c'est vraiment une réelle position, une vérité, ou c'était un coup de l'ENSES et de l'État. Mais Jean-François, sans ces produits... Vous enlevez le S, mettons l'accord, mais aujourd'hui, on nous enlève des produits, et on est incapable de produire derrière. Vous pensez que sans ces produits, vous ne pouvez pas produire? Mais, monsieur Bourdin, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, dans le Gers, entre autres, mais pas que dans le Gers, on a des soucis de certaines mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes, on n'arrive plus à les tuer. Parce que les produits qu'on nous vend ou les produits qu'on nous interdit ne les tuent plus. Donc, on se retrouve à ce que c'est les mauvaises herbes qui prennent le dessus sur les récoltes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais.
au dopage chimique, pardon. C'est-à-dire les engrais, à force enfin, je veux dire, les terres aujourd'hui, malheureusement, sont dopées. Les terres sont saturées de produits chimiques. Et les produits Jean-François. Non, mais pas du tout. Mais ça c'est des histoires de choses. C'est des histoires de. Je vais vous dire, on nous invente des normes écologiques pour nous créer des taxes encore plus dessus. Voilà. On est un pays où s'il n'y a pas de taxes, on ne vit plus. Ben, ça. C'est Marie-Pierre Vaudrenne. Oui, bonjour Jean-François. Moi, je pense que on le sait bien, nos agriculteurs, nos pêcheurs sont confrontés à la question du changement climatique. Pour nous, au Parlement européen, l'enjeu est effectivement de dire pas d'interdiction si pas d'alternative. Mais notre combat, c'est aussi de travailler sur la réciprocité et de travailler sur les mesures miroirs. Parce que oui, vous avez raison de dire que l'Union européenne, c'est le débat qu'on a eu à l'heure actuelle, est un continent qui justement se fixe des fortes ambitions au niveau climatique. Et c'est essentiel. Et c'est capital d'aller dans ce sens-là. Pour autant, on importe des produits, notamment des produits finis, qui ne respectent pas tous ces engagements et toutes ces ambitions sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc c'est là où notre combat a été notamment d'inclure les accords de Paris comme clause essentielle dans les accords de commerce. Moi, j'ai fait voter un amendement qui dit pas de Mercosur en l'état au Parlement européen. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est effectivement élever le cap au sein même de l'Union européenne, mais créer les conditions de la protection. Donc ça, j'entends ce qui est dit par Jean-François, et c'est tout le travail qu'on mène à l'échelle de l'Union européenne, parce que ce travail, il doit se mener au niveau européen. Est-ce que l'Union européenne est plus vertueuse que la France ? Damien Carême. Sur certains points, oui, sur la qualité de l'air, sur les énergies renouvelables, sur certains points, bien évidemment. Heureusement que l'Union européenne est là pour créer une dynamique, parce que c'est vrai pour la France, c'est 450 millions. États. Regardez l'Espagne. Est-ce que l'Espagne applique les non? Non, je ne sais pas. Non, je vous dis ça, parce que l'Espagne vient de vivre une période caniculaire à laquelle elle ne s'attendait pas. Il va y avoir là-bas, malheureusement, des vagues de chômage énormes, parce que nous, en plus, on est très dépendants des produits espagnols en fruits et légumes. Mais est-ce qu'on est sûr que les normes environnementales appliquées en Espagne soient les mêmes que chez nous? Non, en matière de fruits et légumes et de production. S'il y a une vraie question de transparence, on est d'accord. Et encore, il n'y a pas de transparence, on n'est pas sûr des contrôles. Non, on n'est pas sûr des contrôles. Vous le savez, la Pologne, on importe aussi, on n'est pas sûr des contrôles. En France, vraiment, il y a vraiment, comment dire, les contrôles sont renforcés, c'est rigoureux, on est sûr de là où vient le produit. Le problème aujourd'hui, c'est que Michel-Édouard Leclerc vient d'annoncer il fallait l'autoriser à aller acheter des produits moins chers. Et c'est là où Jean-François, il a raison de pester. Parce que demain, c'est lui et c'est tous les agriculteurs et les éleveurs qui vont mourir. Parce que si on achète ailleurs, sans cette transparence qu'on a en France, sans ces contrôles, on va dans le mur. On va avoir du mal à nourrir, les Français. Ça va être le problème des accords de libre-échange. Marie-Pierre parlait du Mercosur, mais on a l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui arrive derrière. Et vous allez voir un peu les éleveurs de bovins chez nous, comment ils vont morfler avec ces accords. Ovins surtout. D'ovins, ouais. Merci Jean-François, merci. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'il faut à la fois développer, c'est quand même très difficile là aujourd'hui. On a une industrie un peu vieillissante. Il faut développer, réindustrialiser le pays. C'est ce que tout le monde demande, tout parti politique confondu. Enfin non. Créer de l'emploi. Sauf ceux qui sont décroissants. Ça existe chez vous, Damien Carême. Il y a des décroissants. Les décroissants chez les Verts. Oui. Alors vous n'êtes pas très pour la décroissance, non? Non, parce que ça effraie. Moi, je suis pas sur les. Il faut trouver une autre croissance. La croissance de l'être humain dans son environnement. Ça, c'est une bonne croissance. Le progrès. Moi, je suis pas omnibulé par la croissance économique. Je suis pas omnibulé par faire plus de richesses. Plus de richesses pour faire quoi? Vous êtes content qu'à Dunkerque, des entreprises s'installent? Je suis content qu'il y ait des entreprises qui s'installent parce que cette région-là, qui est née avec l'industrie dans les années 60, elle était en train de crever de cette désindustrialisation que la France n'a rien fait pour empêcher. J'ai appelé des ministres quand j'étais maire parce qu'il y a une entreprise, la dernière tuberie de France sur le territoire qui allait crever parce qu'il y avait un marché avec GRT Gaz qui faisait 340 km de canalisation, on les achetait aux Turcs, on les achetait aux Italiens, on n'était pas capable de les acheter chez nous. Mais ça n'a pas bougé, ils ont eu 30 km à faire sur les 300. Donc voilà, on a laissé partir une industrie avec un cynisme dingue où certains employés démontaient les machines dans les usines en France pour aller les remonter en Chine derrière. Pourquoi? Parce qu'on allait exploiter une main-d'œuvre là-bas et qu'on allait gagner sur les coûts de production. Mais voilà, c'est là le vrai débat derrière. Évidemment. Pas sur le transport. Bon, vous me permettez de poser une dernière question à Damien Carême? Avec plaisir. Avec plaisir.
plaisir. Ah, je vois votre sourire, Marie-Pierre Vaudrenne. Oui, oui. Damien Carême, vous êtes favorable à une liste, vous êtes député européen vert, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous êtes favorable à une liste commune NUPES pour les européennes? Non. Non, je pense que il y a une discussion NUP pour les prochaines élections législatives et présidentielles en France. Oui. Les élections européennes c'est une autre élection, c'est un débat européen, c'est pas un débat franco-français. Donc c'est un débat européen avec des désaccords européens sur les politiques internationales, sur un certain nombre de points, et c'est une élection à la proportionnelle intégrale qui fait toute la force. Donc, et d'ailleurs, les derniers sondages le montrent, on a intérêt chacun à aller chercher nos électorats. Parce que s'il y avait une liste NUPES aux élections européennes, il y aurait des listes dissidents socialistes, il y aurait des listes dissidents écologistes qui ne se retrouveraient pas dans la NUPES. Oui, donc il y aura une liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Une liste autonome. Une liste autonome Europe Écologie Les Verts aux prochaines européennes. Bon, vous avez entendu Plutôt contente de l'entendre parce qu'effectivement, ça a été dit. On voit bien que sur les questions européennes, notamment avec la France Insoumise, j'ai écouté sur votre plateau dernièrement Monsieur Ruffin qui était là, qui parlait de désobéissance au traité. Désobéissance au traité, c'est quand même pas, je pense, effectivement, les fondamentaux sur lesquels on peut se rejoindre. On partage pas tout, mais en tout cas, sur la volonté d'avancer à l'échelle de l'Union européenne, sur les questions internationales, on voit bien quand même qu'il n'y a pas la même chose. Là, sur les questions internationales et sur... Parce que finalement, Europe Écologie Les Verts, vous êtes très européen. Ah bah oui, c'est un des... Très européen. Bien sûr. Vous êtes les plus européens des Européens, quoi. Si j'ai bien... Je n'irai pas jusqu'à là, parce que d'autres le sont, mais vous êtes très européen. On est très fédéraliste, oui. Très fédéraliste. Ouais. Mais je crois aussi vous aussi, là, vous êtes fédéraliste, Marie-Pierre Vaudrenne? Je ne sais pas si c'est le qualificatif qui serait employé par tout le monde, mais en tout cas, on assume, et on l'a assumé dès la campagne du président de la République. Moi, je suis membre du mouvement démocrate. C'est pareil, c'est un parti qui a toujours assumé d'être pro-européen et de dire que c'est à l'échelle de l'Union européenne qu'on doit agir pour répondre à certains défis. Morad? Non, je veux juste dire que la transition écologique, en fait, elle doit être transversale. Transpartisane. Exactement, parce qu'on est au pied du mur. Enfin, faut pas se mentir. Aujourd'hui, tous les experts tirent la sonnette d'alarme. Mais j'entends tellement dire, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement climatique. Vous l'entendez comme moi. Regardez la Venez sur le terrain avec moi. Je vais en Corse. On est à plus 5 degrés en montagne. Oui. Entre 1500 et 2000 mètres, on est à plus 5 degrés aujourd'hui. Donc ça veut dire que demain, on n'aura plus de fromage, le brouche. Les climato-sceptiques se font entendre. Oui, parce qu'ils sont poussés par YouTube, etc. Et c'est bien. Par les médias. Oui, quand on entend qu'il faut faire des pauses en matière environnementale, etc., bah ça encourage les climato-sceptiques, oui, c'est sûr. Le discours, l'affichage n'est pas bon. Ah, vous voyez, Marie-Pierre Vaudrenne. Non, mais c'est pas ce qui a été dit sur l'objectif de neutralité carbone. Bon. L'objectif, il est toujours là et on va le tenir. Bon, eh bien, merci à vous Jean-Jacques d'être venu nous voir. C'était passionnant, c'est très intéressant ces débats parce que ça permet de réfléchir un petit peu. On a besoin de réfléchir et d'être parfois dans la nuance. Allez, Jean-François Kahn est avec nous dans quelques instants, juste après les infos. L'arrivée au pouvoir en France des extrêmes droites, ce n'est plus seulement possible, c'est presque probable, dit-il. Son dernier livre, Les extrêmes, sur les extrêmes. Comment on en est arrivé là quand la tentation des extrêmes risque de conduire à la guerre civile? Aux éditions de l'Observatoire, Jean-François Kahn, notre invité, juste après les informations.